Bonjour, 19e siècle, Chateaubriand, René. Le mal de René. Chateaubriand a voulu illustrer le chapitre du génie sur le vague des passions, auquel on se reportera comme à l'analyse la plus pénétrante du mal de René. Le roman nous offre la peinture d'une âme inquiète, torturée par un besoin tyrannique de s'abandonner à la violence des passions et incapable de fixer sur un objet cette surabondance de vie. Elle sait d'avance que rien dans la réalité ne saurait répondre à l'infini de ses aspirations et à la richesse de son imagination. Aussi rassasié sans avoir goûté et détrompé sans avoir joui, René ne croit plus au bonheur et sa vie n'a plus de sens. Pour dissiper l'ennui qui le tourmente, il se lance dans les voyages, change d'existence, recherche les sensations étranges et inconnues, mais il n'aboutit qu'à une conscience plus aiguë du néant, des choses terrestres, à l'idée du suicide. Sans remonter jusqu'à l'Antiquité, ce besoin d'infini s'exprimait déjà dans les rêveries de Rousseau, dans le Werther de Goethe et chez Madame de Staël. On le retrouve sous une forme plus désespérée dans l'Obermann de Selancourt. C'est en le comparant à ce dernier qu'on découvre l'originalité de René. On sent que la tristesse d'Obermann est un état permanent, un terne accablement de l'âme. René, au contraire, nous paraît plus orgueilleux qu'accablé de son état singulier, car une grande âme doit contenir plus de douleur qu'une petite. Il s'enchante lui-même des chimères de sa brillante imagination. Il se drape dans sa douleur et dans cette attitude d'homme fatal qui porte avec lui le malheur. Dans cette première figure du héros romantique, Sainte-Beuve voyait un beau ténébreux avec sa haute coquetterie, trop artiste et trop fier de lui-même pour être un désespéré. Perfidement, il ajoutait, on sent en le lisant qu'il guérira, ou du moins qu'il se distraira. Chateaubriand et le mal du siècle. Selon l'auteur du génie, ce vague des passions est le mal de l'homme moderne. Fils d'un siècle qui a tout examiné, est revenu dans toutes les illusions, il a perdu le sens de l'action. Vers la fin du roman, par les dures paroles de P. Souel, Chateaubriand a voulu condamner ces inutiles rêveries en leur opposant la vie chrétienne et la pratique des vertus sociales. Mais comme cela s'était déjà produit pour Atala, on négligea la portée édifiante du roman, et l'on fut séduit par le charme poétique du vague des passions et par les élans lyriques d'une sensibilité exaspérée. Bientôt, à la chute de l'Empire, toute une génération déchue de ses rêves de gloire, désorientée et réduite à l'inaction, croira se reconnaître dans le héros de Chateaubriand. Le mal de René deviendra le mal du siècle. Cet ennui, cette inquiétude, cette désespérance se retrouveront avec des nuances diverses dans les œuvres des poètes romantiques et jusque dans le spleen baudelairien. Dans les Mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand désavouera ironiquement cette postérité, mais un peu à la manière de son héros qui ne parvient pas à confesser ses erreurs sans en tirer quelque orgueil. Si René n'existait pas, je ne l'écrirais plus. S'il m'était possible de le détruire, je le détruirais. Il a infesté l'esprit d'une partie de la jeunesse, effet que je n'avais pu prévoir, car j'avais au contraire voulu le corriger. Une famille de René, poète, et de René, prosateur, a pullulé. On n'a plus entendu bourdonner que des phrases lamentables et décousues. Il n'a plus été question que des vents d'orage, de mots inconnus livrés aux nuages et à la nuit. Il n'y a pas de Grimaud sortant au collège qui n'ait rêvé d'être le plus malheureux des hommes, qui, à 16 ans, ait épuisé la vie, qui ne se soit cru tourmenté par son génie, qui, dans l'abîme de ses pensées, ne se soit livré aux vagues de ses passions, qui n'ait frappé son front pâle et échevelé, qui n'ait étonné les hommes stupéfaits d'un malheur dont ils ne savaient pas le nom, ni eux non plus. L'épisode de René nous est présenté comme la suite d'Atala. Accueilli dans la tribu de Chactas, René lui raconte à son tour sa douloureuse histoire. Sa naissance a coûté la vie à sa mère.
dans le château de sa jeunesse, l'influence d'une sœur mélancolique, les spectacles de l'automne ont plongé son âme dans la rêverie. Bouleversé par la mort de son père, il songe à s'enfermer dans un couvent. Puis, tout à coup, il décide de voyager. L'Italie, la Grèce, l'Angleterre, les ruines du passé, les monuments de la nature, rien ne parvient à calmer son inquiétude. L'étude du monde ne m'avait rien appris. Et pourtant, je n'avais plus la douceur de l'ignorance. Mon âme, qu'aucune passion n'avait encore usée, cherchait un objet qui pût l'attacher. En vain, il se retire dans un faubourg de Paris. Il n'y trouve que l'ennui et le sentiment plus aigu de sa solitude. En vain, il se réfugie à la campagne. La nature exalte en lui la tendance au rêve et le mal de l'infini.